Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer notre troisième session de la matinée. Et sans plus attendre, je passe la parole à Élodie Primeau, qui est donc directeur général de Mylonside, et à ses clients de services industriels de Genève. La parole est à la Suisse. Merci, tu peux envoyer le slide suivant. Ah, je crois que ça ne marche pas. Bonjour. Si, ça marche. Merci, donc nous avons le plaisir, on vient de Suisse, vous allez l'entendre à notre accent sûrement. Donc je suis ici présente avec Sophie Schönenberger, responsable de formation au service industriel de Genève, et Boris Reynaud, qui est responsable unité, partenaire et projet transverse, qui va nous expliquer la relation avec les publics cibles. On va aller à la slide suivante. Le sujet Blended Learning, l'idée c'était aussi de vous faire voyager sur les différentes modalités. Je me rappelle avoir commencé le e-learning il y a plus de 20 ans. On avait des clients qui avaient des formations présentielles, qui faisaient du e-learning. On a ensuite ajouté des modalités de formation présentielle dans la plateforme. Ensuite des classes virtuelles. Ensuite on a eu du coaching. Et maintenant, on gère on-the-job training, donc la FEST ici, la formation en situation de travail. Donc voilà, des nouvelles modalités qui ont intégré les plateformes. Et puis, on a aussi vu une évolution qui était celle de la formation qui ne touche pas uniquement les collaborateurs, mais la formation de l'entreprise étendue, où on a une formation qui s'adresse aux clients, qui s'adresse au réseau de distribution et qui s'adresse aussi aux partenaires. Et c'est l'étude de cas que vous allez voir aujourd'hui, comment on adresse des partenaires qui ne sont pas du tout dans les mêmes conditions d'engagement que celles qu'on pourrait avoir avec des collaborateurs. Je laisse la parole à Boris pour l'introduction. Merci beaucoup, très bien. Donc c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous. Moi, j'ai réussi à venir après les grèves de hier, donc je suis content d'être arrivé il y a 15 minutes. Du coup, le programme ECO 21 des services industriels de Genève. Donc, les services industriels de Genève, on est une société qui fournit l'électricité, le gaz, on a des réseaux de distribution de chaleur, on traite et on fournit l'eau également sur la région genevoise. Donc, c'est environ 500 000 personnes qui habitent à Genève. La région, c'est environ 1 million de personnes qui transitent à travers le canton de Genève. Et puis, quelque part, nous, au service industriel, on est une entité un peu particulière, parce que vous l'avez compris, les services industriels, ils vendent de l'énergie, et nous, le programme ECO 21, on est là pour finalement faire en sorte que les clients en consomment moins. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais ça fonctionne, finalement, c'est devenu stratégique pour l'entreprise. On est actif sur tous les segments clients, que ce soit les entreprises, le domaine immobilier, les particuliers et également les collectivités, pour les engager à réaliser des actions d'économie d'énergie dans le but de réduire leur consommation d'électricité et réduire les émissions CO2, donc les émissions de consommation d'énergie fossile. Donc le but, c'est vraiment de les engager avec nous dans la transition énergétique. Alors ce programme, il fonctionne, il a été mis en place depuis 2007. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, les chiffres qui vous intéressent plus particulièrement au sein de peut-être du LT, c'est en termes de réseau de partenaires. Donc on a environ 200 entreprises qui sont partenaires du programme. Donc c'est les entreprises qui réalisent des actions pour leurs clients. On a également réalisé dans le cadre du programme, parce qu'on forme ces entreprises, à peu près entre 500 et 700 on forme entre 500 et 700 personnes par an dans le cadre des différentes formations qui sont déployées. Sophie pourra vous les présenter justement dans quelques minutes. Et l'Université de Genève a fait une étude et a montré que notre programme a pu générer 780 emplois dans le domaine. Donc c'est assez important par rapport au bassin. Et sur la partie de droite pour vous, vous avez un plan de Genève avec finalement chaque point, c'est une action qui a été réalisée. Alors on ne compte plus vraiment les actions, il y en a entre 6 et 10 000 et chaque jour, chaque année, le compteur augmente. Donc comment ça fonctionne finalement ce programme ECO 21 ?
Comme je vous l'ai expliqué, notre but c'est de faire générer des économies sur le tissu économique. Et on fonctionne, finalement, on a 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui que vous voyez en haut à droite, c'est ce qu'on appelle les plans d'action. C'est finalement, on engage les acteurs, on engage les clients à rendre stratégique l'énergie au sein de leur société. Le but, c'est qu'ils commencent à réfléchir l'énergie comme une ressource à économiser. Donc là, on a toute une série d'actions pour les clients. D'un autre côté, vous voyez sur le côté gauche de la pyramide, on a mis en place des solutions techniques. Donc c'est des actions particulières qui sont déployées par nos partenaires, par les acteurs terrain, que sont par exemple les électriciens, les chauffagistes. Et le but, c'est qu'eux réalisent ces actions chez les entreprises. Et la dernière partie au niveau de ce triptyque, c'est nos réseaux de partenaires. C'est finalement les acteurs qui vont être formés, qui vont faire partie de nos réseaux de partenaires, qui vont activer les économies d'énergie pour leurs clients. Et nous, ce qu'on voit, c'est que si finalement les clients rentrent dans notre programme, que les acteurs utilisent les solutions qui sont déployées et finalement deviennent des partenaires, eh ben on a un effet catalyseur sur les économies d'énergie et du coup, on a les résultats qu'on a pu montrer avant. Alors pour rentrer plus en détail sur la partie formation, je vais laisser la parole à Sophie Schoenberger, qui est notre responsable au niveau formation pour le programme. Je prends la zapette. Bonjour à tous. Alors je vais me mettre ici pour éviter d'avoir un torticolis avant la fin. Donc pour reprendre ce que disait Boris et pour vous expliquer un peu plus en détail, notre objectif, ce n'est pas forcément de faire de la formation, mais on intervient quand on se rend compte qu'au niveau du terrain, en fait, les personnes n'ont pas les compétences nécessaires et que les formations en fait, ne sont pas existantes. Donc on va vraiment accompagner les plans d'action et les solutions techniques et accompagner aussi la montée en compétences de nos publics cibles et maintenir aussi leur engagement tout au long de leur implication dans les différentes solutions. Je vous propose de regarder le teaser qui vous expliquera un peu plus en détail la formation. Alors, il n'y a pas le son, c'est dommage, mais c'est pas grave. Alors, voilà, je vous laisse juste le regarder, ça vous expliquera un peu plus en détail. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on est passé du présentiel au digital. Donc en 2013, on avait 5 formations, 100% présentiel, 0 digital. En 2018, on a intégré une plateforme LMS, Moscorus, Mind on Site, et on était à peu près à 25 formations. 2019, on a commencé nos premiers modules, donc on est vraiment face à des acteurs terrain, des personnes qui sont sur des chantiers. Donc il fallait qu'on puisse tester avec eux aussi le rendu et puis leur expérience en fait, utilisateur par rapport au digital. On a également commencé à mettre en place doucement des classes virtuelles. Et puis je pense comme beaucoup d'entre vous, avec le Covid, on a dû accélérer un petit peu. Et puis on a intégré également une extension séminaire pour pouvoir faire des webinaires et maintenir l'engagement tout au long, même après la formation.
En 2020-2021, donc on avait 35 formations. Là, on a commencé à prendre un petit peu plus de recul, à mettre en place vraiment une stratégie digitale complète, et puis surtout à accompagner nos formateurs, parce que c'est des personnes qui sont, encore une fois, des experts techniques, donc pas forcément des grands pédagogues, on va dire comme ça. Et puis en 2022, donc là, on a 40 formations. On continue l'hybridation de nos formations, et puis on a complètement... on a beaucoup travaillé sur la plateforme pour la faire évoluer, et je vous montrerai après comment. Donc notre offre de formation actuelle, elle est composée de 2 parties. La première, c'est la partie formation, toujours gérée sur Moss. Donc on a du présentiel, du 100% digital et puis du blended learning. Et notre autre partie, c'est vraiment la partie séminaire, où là on propose des séminaires techniques, des webinaires et des ateliers, encore une fois pour maintenir l'engagement et la motivation après la formation. Donc pour vous donner quelques chiffres, comme je vous disais, 40 formations, on a environ 4500 personnes formées depuis 2010 et on a aujourd'hui presque 2000 utilisateurs au niveau de la plateforme, 180 sessions de formation qui ont été effectuées et à peu près une trentaine de séminaires webinaires, des cursus certifiants et un taux de moyenne de satisfaction globale et de l'atteinte des objectifs à 90%. Si je rentre un peu plus dans le détail, donc, effectivement, en 2018, on a fait un état des lieux de savoir quels étaient nos besoins, et je pense que ça risque de parler à pas mal d'entre vous. Au niveau formation, de pouvoir augmenter le nombre de professionnels formés, gérer aussi la partie présentielle sur un outil, sortir des tableaux Excel un peu complexes et laborieux, diffuser aussi des activités asynchrones et puis organiser des classes virtuelles. On avait un besoin aussi en termes de communication. Donc là, on était sur le fait de renforcer la communication, permettre aussi d'avoir plus de visibilité au niveau des formations Eco 21, et puis de proposer de la communication, de l'information de manière générale au niveau de l'outil. La gestion administrative, donc il faut savoir qu'on est une équipe de 2 personnes. Donc on n'est pas beaucoup, et c'est vrai que entre les mails, les tableaux Excel, etc., c'était assez complexe. Donc on avait besoin aussi de pouvoir automatiser un certain nombre de choses, et puis aussi responsabiliser notre acteur, faire en sorte qu'eux fassent la démarche d'aller s'inscrire à des formations, soient vraiment acteurs de leur parcours professionnel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a mis en place des classes virtuelles donc, en 2019. On travaille avec Global qui gère aussi bien la partie classe virtuelle, examen aussi à distance très pratique avec un système de salle et de sous-salle. Et puis avec l'extension de Moss, le Moss séminaire, on a pu mettre en place les séminaires techniques et webinaires. Donc il y a tout un système en fait d'invitation qu'on peut directement créer depuis la plateforme où les personnes vont s'inscrire, et nous on a tout un suivi derrière. Donc ça, en termes de base de données, pour le mettre en exergue avec la base de données formation, c'est vraiment très très pratique. Et ça nous permet, encore une fois, après la formation, de pouvoir transmettre des informations sur toutes les nouveautés, que ce soit techniques, législatives, etc. Maintenir l'engagement et la motivation qui est très important pour continuer de les engager dans nos solutions. Et puis les valoriser parce qu'on les fait souvent intervenir pour faire des partages d'expériences. Donc on favorise l'échange entre pairs. Quand on a pris un peu de recul et puis revu notre stratégie digitale, on a défini un certain nombre d'objectifs, donc dynamiser nos formations, améliorer l'expérience apprenant qui est très très important, adapter les formations aussi pour répondre à leurs besoins d'apprentissage, uniformiser les connaissances de nos apprenants avant les formations en présentiel, parce qu'on a un public qui est extrêmement varié et qui a des connaissances aussi qui sont extrêmement variées. Donc c'était important pour nous de pouvoir leur amener un certain nombre d'aspects théoriques, je dirais, avant la formation, pour rendre aussi les échanges en présentiel beaucoup plus intéressants. On souhaitait aussi pouvoir apporter de la flexibilité, encore une fois, des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui sont sur les chantiers, donc pouvoir leur proposer des modes de formation un peu différents, augmenter l'engagement et puis proposer de l'information continue, notamment via les séminaires techniques. Alors, du coup, les solutions qu'on a trouvées, parce que c'est quand même le point important, on a effectivement diversifié les méthodes et les stratégies d'apprentissage, parce que tout le monde n'a pas la même manière d'apprendre, et ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte et de leur proposer justement
différentes modalités qui vont permettre de répéter les messages pour qu'ils soient mieux assimilés et puis de s'adapter aux différents styles cognitifs qu'on peut avoir en face de nous. Intégrer bien sûr nos formations sur une plateforme LMS. On a aussi développé un modèle pédagogique qui nous permet en fait de systématiser certaines choses et puis de pouvoir profiter en fait de tous les avantages des différentes modalités pédagogiques qui sont existantes aujourd'hui, toujours bien sûr en lien avec le contexte, le besoin, les objectifs de la formation et le type d'apprenant qu'on a en face. Et on a intégré aussi des modes d'évaluation un peu différents, et notamment l'évaluation formative qui était très important pour les participants, parce que tout au long du parcours, ça leur permet en fait de pouvoir tester un petit peu leurs connaissances et savoir où est-ce qu'ils se situent. Et pour les formateurs, parce que dans un deuxième temps, eux, ils vont pouvoir, en fonction des réponses des apprenants, adapter leurs cours et peut-être revenir sur certains aspects qui auraient été mal compris en amont. Et continuer le développement des connaissances avec les séminaires techniques tout au long. Donc là, vous avez l'évolution de la plateforme entre 2018 et 2022. Donc bien sûr, esthétiquement, elle a changé. On a amélioré aussi l'expérience apprenant en proposant une plateforme encore plus intuitive, encore plus graphiquement sympathique. Et puis, on a développé aussi toute une partie sur les notifications automatiques, c'est-à-dire de pouvoir suivre l'apprenant tout au long de son parcours avec des notifications qui vont être identifiées en fonction du parcours apprenant et qui reprennent, bien sûr, les différentes spécificités des formations. Donc ça, c'est le gros travail qu'on a fait l'année dernière. Mais voilà, comme ça vous permet de voir un petit peu l'évolution. Le modèle pédagogique, peut-être en 2 mots pour que ce soit un peu plus explicite. Donc aujourd'hui, on commence systématiquement nos cursus hybrides par des classes virtuelles d'introduction. C'est indispensable parce que commencer une formation par une partie à distance, c'est extrêmement compliqué. On peut avoir des problèmes techniques, on peut se sentir aussi en tant qu'apprenant un peu seul derrière son PC face à la formation. Donc la classe virtuelle d'introduction permet vraiment de commencer à créer une dynamique de groupe avant même de les voir en présentiel. Ça permet de leur présenter le parcours, de leur expliquer vraiment quelles vont être les étapes, les livrables à fournir, etc. Et ça permet surtout de régler les problèmes techniques. Et ça, c'est indispensable parce que ça évite de se retrouver en présentiel avec quelqu'un qui se présente en disant bah, « j'avais pas accès, j'ai pas réussi, puis je vous ai pas contacté ». Donc la classe virtuelle d'introduction, c'est vraiment... Enfin, nous, on voit vraiment les bienfaits. Et après, on va alterner en fait entre des activités synchrones et des activités asynchrones, où à chaque fois, dans les activités à distance, donc il peut y avoir des modules e-learning, des vidéos, des quiz, pour amener encore une fois des aspects théoriques, et puis après le présentiel ou les classes virtuelles où là on va plutôt mettre en pratique, favoriser l'échange, répondre aux questions, des éléments qui ont été vus à distance, etc. Donc ce processus, il se répète en fonction du besoin, de la cible, des objectifs de la formation, et on laisse toujours à disposition le formateur un certain nombre de documents, de lectures pour que le participant puisse aussi aller plus loin en fonction de son souhait. Et on termine par un examen qui peut être en présentiel, à distance, un cas pratique, un quiz, mais pour pouvoir justement valider les connaissances et les compétences des personnes conformes, ce qui est très important pour nous parce que du coup, on va mettre en avant ces professionnels dans des listes partenaires par la suite. Et bien sûr, le questionnaire de satisfaction qu'on fait tous pour pouvoir aussi faire évoluer notre offre formative. Alors là, je vous ai juste mis un exemple de schéma de la formation qui est à disposition des participants et qui leur permet, donc ça on le présente pendant la classe virtuelle d'introduction, qui leur permet de connaître les différentes étapes. Donc là, c'est une formation à destination d'installateurs électriciens et ça leur permet de connaître les différentes étapes, les dates, d'avoir un peu un fil conducteur et puis de connaître les livrables et les différentes étapes de la formation. Juste pour vous montrer aussi le rendu au niveau de la plateforme LMS, qui est très important aussi, parce que c'est ça qui va faire que les participants vont avoir une bonne ou moins bonne expérience dans le digital. Donc là, on reprend, c'est une autre formation, mais le concept est exactement le même. On reprend les différentes étapes. Vous avez un premier bandeau qui est très général sur le nom de la formation, les fiches descriptives, toutes les informations en fait importantes à connaître pour eux. Et c'est là où il y a le fameux schéma de formation, les contacts, les personnes à contacter en cas de problème, encore une fois très important. Et puis après, vous avez les différentes étapes de la formation. Et si vous cliquez sur le plus d'une étape,
Voilà, vous avez les différentes vignettes qui sont proposées dans le cadre de cette étape de formation. Et donc là, on est sur des modules à distance qui ont été faits avec Captivate. Donc pour eux, pour l'expérience apprenant, c'est vraiment indispensable qu'ils aient en face d'eux une plateforme qui soit intuitive, agréable à regarder, qu'ils puissent trouver les informations facilement. Alors, peut-être juste en 2 mots. Non. Ah si, ça y est, ça arrive. Les prochaines évolutions, parce que voilà, je pense comme vous, on est tout le temps en train d'essayer pas de se réinventer, mais d'améliorer et puis d'être au plus proche du besoin du terrain. Les prochaines étapes qu'on a décidé de mettre en place, donc continuer l'évolution par rapport à nos modules à distance, parce que comme je vous disais, pendant le Covid, on a dû créer rapidement et la qualité était pas toujours là, donc sur certains modules, voilà, revoir un petit peu la copie et puis faire évoluer les choses. Continuer aussi l'hybridation de nos formations pour faire en sorte que tous nos cursus deviennent hybrides, enfin là où c'est nécessaire, et hybrides et certifiants. On va intégrer une autre extension qui s'appelle le MOS Manager et qui va permettre en fait aux managers des entreprises, des collaborateurs conformes qui ne sont pas chez nous, de pouvoir gérer la formation de leurs équipes. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un manque de visibilité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi mettre en place cette année. Intégration des forums, que ce soit dans les formations ou pour un public cible donné pour favoriser un petit peu l'échange. Et puis les indicateurs. Les indicateurs, plutôt que de les faire à la demande ou sur des choses très précises, de pouvoir mettre en place plus d'indicateurs pour avoir un retour chiffré des données et pouvoir travailler là-dessus pour, encore une fois, faire évoluer le dispositif. Voilà. Super, merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle sur cette présentation de ce cas? Alors, moi j'en ai une sur les KPI, forcément. Attendez, question ici, voilà. Merci. Bonjour. En fait, vous proposez des formations pour les collaborateurs, mais aussi les clients, les partenaires, etc. Et comment vous gérez en fait l'accès aux formations? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce que vous les proposez? Est-ce qu'elles sont payantes? Et ensuite, pour engager ces personnes-là qui sont externes finalement à l'entreprise, comment vous procédez en fait parce qu'on parle de classe virtuelle, on parle de présentiel, etc. Comme ils ne font pas partie de l'entreprise, est-ce qu'il y a des incentives? Est-ce qu'il y a des choses pour les amener à suivre vos parcours de formation? Alors, je peux peut-être donner une partie de la réponse en tout cas. Les formations, on les prend en charge aujourd'hui dans le cadre du programme ECO 21. Donc elles sont 100% financées, ce qui aide déjà pas mal. La plateforme, elle est disponible, n'importe qui, si vous, demain, vous allez sur Internet, vous allez voir la plateforme, vous pouvez vous créer un compte et avoir la visibilité. Donc l'accès aux formations se fait directement par là. Et après, on a tout un système en fait de partenariat qui implique que les personnes soient formées. Et aujourd'hui, les clients, si vous avez un installateur électricien par exemple qui va répondre à un appel d'offres pour un client, bien souvent le client maintenant est demandeur en disant « Ok, je vais te sélectionner toi parce que tu es formé et certifié ECO 21 ». Donc ça a pris, alors je ne sais pas si Boris, toi tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça, mais le réseau de partenaires fait aussi la différence sur comment les faire venir à nos formations, sans parler du fait qu'ils obtiennent à la fin un certificat qu'ils peuvent aussi valoriser et mettre en avant auprès des employeurs. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point extrêmement important. La problématique qu'on a, c'est comment on fait venir des entreprises qui sont, c'est pas les collaborateurs des services industriels, mais vraiment les entreprises que vous trouvez sur le tissu économique. Et on connaît la difficulté pour faire venir ces entreprises. Nous, on a créé ces réseaux de partenaires. Donc, en fait, ces entreprises, elles sont mises sur des listes de partenaires qui sont communiquées aux clients. Donc, à partir du moment où elles sont sur ces listes, elles ont un avantage compétitif, si on veut, par rapport aux autres. Et c'est extrêmement attractif pour elles. Et en fait, on essaie d'engager au maximum ces sociétés. Donc, elles signent des conventions, elles deviennent partenaires, elles ont des critères à respecter. Et puis, chaque année, on fait évoluer les critères pour continuer l'engagement. Typiquement, cette année, on a augmenté un des critères, c'est le nombre de personnes formées dans l'entreprise. Parce qu'on part du principe que c'est des sociétés de services. Finalement, la compétence de l'entreprise, elle existe uniquement à travers les compétences métiers des collaborateurs. Donc, il faut pousser ces compétences. Et nous, vu qu'on certifie la personne qui a suivi la formation, la société, elle peut être au bénéfice du partenariat uniquement si
les personnes ont les bonnes attestations de formation, ont les bons certificats. Et c'est comme ça qu'on engage. Et c'est un effet, c'est un levier extrêmement puissant. Bonjour. Au-delà des KPI, quel est l'impact business? Quel est le retour sur investissement de mettre ce type d'approche en place sur l'ensemble de vos activités? Du coup, par rapport au service industriel de Genève, alors c'est une question un petit peu tricky, comme on dit, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, avec le programme, on a généré 250, ça a parlé à personne, 250 gigawattheures d'économie d'électricité. C'est 8,5% de la consommation électrique du canton. Donc, on a réduit finalement près de 44 millions de francs de factures d'électricité. Donc, quelque part, pour SIG, c'est 44 millions de moins de recettes. Donc, disons qu'on a la chance d'avoir, on a une entreprise qui est semi-étatique, donc en fait on est une régie autonome de droit public, ça veut dire qu'en gros nos propriétaires c'est l'État et les communes. Et quelque part, notre direction générale, elle a mis la transition énergétique comme une valeur, comme une force au sein de l'entreprise. Et finalement, c'est aussi un moyen qu'on a pour faire en sorte que les clients qui sont éligibles, qui peuvent aller à la concurrence, restent au sein des services industriels, parce que finalement, on leur offre des services qui vont au-delà de ce que peuvent offrir d'autres services industriels. Donc il y a un retour sur investissement, il n'est pas direct. Quand on veut parler à notre CFO, il n'aura peut-être pas le même discours, mais en tout cas, notre CIO, il porte haut et fort le message et disons que les clients, ils nous le retournent parce qu'en fait, ils restent au service industriel de Genève. Autre question? Donc la question sur le KPI que je voulais poser a été répondue, comme on dit. Moi, j'ai une question sur l'aspect, effectivement, management de la formation par les utilisateurs finaux. C'est-à-dire, je crois que vous allez mettre en place MOS Manager. Et c'est vrai que c'est une dimension importante. C'est-à-dire que vous formez des gens qui ne sont pas vos salariés, vos collaborateurs. Et donc, les managers de ces collaborateurs-là, eux, ont envie d'avoir une vue sur ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui est prévu et comment vous allez gérer ça ? Justement, avec l'intégration du MOS Manager, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de demandes de managers qui reviennent vers nous en nous disant, vu que c'est la personne qui va s'inscrire, oui, mais j'ai 2 collaborateurs qui se sont inscrits à la même date de formation, alors qu'ils sont censés être sur un chantier, et ils ont vraiment de la peine à suivre cet élément-là. Et l'avantage, en fait, du MOS Manager, c'est que les managers vont pouvoir... il y aura une étape de validation supplémentaire de leur part quand les collaborateurs, donc chaque collaborateur sera rattaché à son manager. Et il y aura une étape de validation supplémentaire de la part du manager qui dira oui, telle personne a fait une demande pour telle formation à telle date, ok, je suis d'accord, ça valide l'inscription. Et ce qui leur permettra de mieux suivre leur équipe et puis d'avoir une vue d'ensemble aussi sur tel collaborateur a suivi telle formation, d'avoir vraiment un historique de formation par collaborateur au niveau du MOS Manager. Oui, Élodie, moi j'ai une autre question, c'est sur ce concept d'entreprise, de la formation de l'entreprise étendue, puisque là on forme les collaborateurs de clients ou de partenaires tiers. Je crois que c'est une de tes spécialités. Tu peux nous dire un peu la tendance que tu constates sur le marché, ça se développe ? C'est une tendance qui remonte à très loin, mais elle est de plus en plus présente sur le marché, d'autant plus que les entreprises, au niveau de la compétitivité, doivent s'intéresser à leurs clients. On est les premiers concernés parce qu'en étant éditeur de solutions logicielles, on va former des clients. Et puis là, on est content de pouvoir présenter aussi un portail de formation onboarding pour nos clients très gamifiés. C'est aussi un des sujets, la gamification dans l'entreprise étendue, qui est intéressante parce que la manière dont on va gamifier des portails pour les collaborateurs, des portails pour les clients ou des portails pour les partenaires, c'est un sujet sur lequel on se pose des questions aussi côté SIG. C'est une nouvelle effectivement tendance, et l'entreprise étendue, je crois que maintenant on ne peut pas ne pas parler du sujet parce qu'on a toujours des partenaires ou des clients au final.
Et puis, c'est comment finalement aussi mutualiser des ressources de formation qui sont des contenus de formation, comment utiliser aussi le marketing et la communication dans l'entreprise pour mettre à disposition d'un public beaucoup plus large et avoir vraiment une identité de marque formative à plusieurs niveaux. Oui, et en même temps, à la fois on mutualise des ressources puisqu'on les fait soit pour soi, soit pour les partenaires, soit pour les deux. Mais comment on garantit, entre guillemets, la muraille de Chine? C'est-à-dire qu'une même plateforme puisse servir à l'interne, à l'externe, à les partenaires? C'est exactement ça. On est sur une notion de Learning Management System qui va être compartimenté en différents sites. Les sites vont adresser des populations différentes, donc on peut avoir aussi en accès pour, par exemple, l'intégration des utilisateurs. Là, on l'a vu à travers SIG, ça vient d'une base qui est externe. Sur du multi-site, on va avoir par exemple du CRM qui va permettre d'inscrire des utilisateurs. Sur les collaborateurs, c'est une autre source qui va, le SIRH par exemple. Voilà. Et puis on va pouvoir de cette manière-là aussi avoir un répertoire de contenu mutualisé, transverse. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans la pratique de partage, pas uniquement de ressources, mais d'avoir des bases de formateurs qui sont le cas aussi, de pouvoir les partager. Donc c'est ça, c'est compartimenter les données, mais c'est aussi, pour beaucoup de nos clients, c'est déléguer. C'est ce qu'on cherche à faire côté SIG aussi, c'est amener chez les partenaires les inscriptions, que ça soit fait de l'autre côté, que ça soit plus à gérer. Et puis là, dans une plateforme entreprise étendue, ça peut dire par site aussi, délégué à des pays, parce que la compartimentation, elle ne se fait pas uniquement par population, ça peut être par pays ou par typologie de dispositif adressé à des populations comme les managers ou alors sur des lancements de produits. Voilà. Super. Bah écoutez, merci à toutes et à tous de votre participation. Après les nourritures de l'esprit, je vous propose d'aller manger un sandwich vite fait. À bientôt, à tout à l'heure, on se retrouve. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.